Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance d'information entreprises en santé du Bureau de normalisation du Québec. Plusieurs organisations là, ont des enjeux de main-d'œuvre, que ce soit l'attraction de nouveaux talents ou encore là, la rétention de personnel. On reçoit là, au BNQ plusieurs demandes d'informations concernant la certification entreprise en santé. Pour nous entretenir sur le sujet aujourd'hui, on a Madame Isabelle de Surmont, qui est responsable de programme pour la certification entreprise en santé, et Monsieur Guillaume Bergeron-Cléry, qui, lui, est auditeur pour le même programme. Ils vont être en mesure là, de nous donner quelques informations sur la norme et la certification entreprise en santé. Donc, le but, bien sûr, c'est de répondre à vos questions pour pouvoir vous aider là, dans votre cheminement. On vous invite là, à nous envoyer vos questions. S'il vous plaît, là, utilisez l'onglet questions-réponses Q&R qui est au bas de votre écran ou encore là, Q&A si vous avez Zoom en anglais. Donc, on a quand même là, une dizaine de minutes de réserver à la toute fin pour répondre à vos questions. Je crois que ça fait le tour. Sans plus attendre, je vais passer la parole à nos experts. Puis, sachez que la présentation est enregistrée. Donc, on sera en mesure de vous faire parvenir dans les prochains jours l'enregistrement ainsi que la présentation en PDF. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous. Sur la norme puis le programme de certification entreprise en santé, comme ma collègue le disait, qui connaît un très grand engouement depuis les derniers mois. En fait, il y a toujours eu un engouement, mais il est particulièrement important depuis quelques mois. Euh, donc, on part dès maintenant. Donc, les objectifs de cette séance d'information-là, en fait, c'est de vous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux liés à la santé et au mieux-être en milieu de travail, vous familiariser avec la norme. On ne va pas en détail dans les exigences, ce n'est pas du tout ça l'objectif, mais vous donner un bon aperçu de qu'est-ce qu'elle a de l'air, cette norme-là, et de quoi elle parle. Vous aider aussi à démystifier le processus de certification. Donc, souvent, c'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose pour les gens en entreprise, peut-être sauf ceux qui ont déjà des certifications. Donc, on veut un peu vous éclairer sur comment ça fonctionne et aussi connaître les principaux bénéfices. Qu'est-ce que ça vous donne comme entreprise, mais qu'est-ce que ça donne aussi pour les employés et gestionnaires d'entamer l'implantation d'une norme comme celle-là, puis d'aller vers la certification. Donc, en quelques mots, la norme entreprise en santé est depuis, la première édition a été publiée en 2008. Je vais commencer avec ça. Mais là, on est en édition révisée, donc elle a été publiée l'année dernière, au printemps dernier. Donc, c'est devenu une norme nationale du Canada portant sur la santé et le mieux-être. Plusieurs normes ont un prix d'achat. Cette norme-là, la beauté, c'est qu'elle est gratuite. Elle est disponible en français, en anglais, sur notre site Web. Puis, on va aller faire un petit tour un peu plus tard dans la présentation sur notre site pour vous aider à vous y retrouver si vous voulez aller chercher des informations dont on vous aura parlé au courant de la séance. Et la norme, ce qu'il y a de très, très beau, c'est une norme qu'on qualifie plus en ressources humaines, donc ça offre un cadre de référence. C'est très positif, c'est une démarche de prévention, donc ça aide à prévenir. C'est très pragmatique. J'ajouterais en fait qu'elle s'adapte au contexte du milieu de travail. Dans les participants aujourd'hui, on a des très grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises, et peu importe la taille de votre organisation, cette norme-là peut s'adapter facilement à votre contexte. Donc, en quelques mots, la santé et le mieux-être, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vise? La norme, elle vise, un recensement, en fait, je dirais, de bonnes pratiques qui visent à agir en prévention, comme je vous le disais, dans les milieux de travail. Pourquoi on fait ça? Bien, le milieu de travail, on s'y retrouve minimalement un 7, 8,
8 heures par jour. Donc, disons un minimum de 35 heures par semaine. Pour ceux qui sont chanceux, qui ont 4 semaines, c'est 48 semaines dans l'année. Il y en a qui ont un peu plus, sont encore plus chanceux. Il y en a qui ont un peu moins. Mais vous voyez, on passe énormément de temps au travail et le travail, c'est un milieu qui est privilégié pour agir sur la prévention de la santé des individus, que ce soit la santé physique, mais bien sûr la santé psychologique également. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'intégrer cette valeur de santé-là dans la culture organisationnelle. Et la norme a pour objectif de vous aider, de vous améliorer de façon continue. Donc, c'est un work in progress, je dirais. Donc, je dirais la santé, puis mon expérience passée de gestionnaire en santé, sécurité, mieux-être au travail me le confirme, c'est une responsabilité partagée. Donc, ça n'appartient pas qu'aux employeurs et ça n'appartient pas qu'aux employés et dans le contexte des entreprises syndiquées qu'aux syndicats, mais c'est une responsabilité qui est partagée entre ces différentes personnes-là. Alors, en image, c'est quoi la norme entreprise en santé? Donc, on vous a mis la structure de la norme. On trouve ça important de revenir à l'essentiel. Puis on vous a indiqué les chapitres de référence. Donc, il y a 5 chapitres. Pour ceux qui connaissaient déjà la première édition de la norme, il s'agit exactement des mêmes chapitres. Donc, la structure est demeurée la même. Donc, on a le volet de l'engagement de la direction. Bien sûr, quand on veut implanter une démarche d'amélioration continue, on doit avoir un engagement de la direction. Par la suite, il y a le comité santé mieux-être. Ça fait partie des exigences. Donc, un comité qui va se pencher sur les besoins des individus, la collecte de données, donc les exigences relatives à la collecte, au plan d'action et à l'évaluation, qui est le volet un peu plus de regard sur ce qu'on a fait dans le passé pour se donner des actions pour s'améliorer dans le futur. Il y a 4 sphères d'activité et je vous dirais, c'est le cœur de la norme, dans le sens où le cœur, c'est d'aller sonder les individus dans votre organisation sur 4 sphères qui ont fait consensus auprès du comité de normalisation qui était composé de chercheurs, de spécialistes en santé mieux-être, d'entreprises, d'employés, etc., qui sont les pratiques de gestion, conciliation, travail, vie personnelle, habitudes de vie et environnement de travail. Et dans chacune de ces sphères-là, on vous demande de sonder la norme, en fait. La norme demande de sonder votre personnel pour aller chercher le pouls, pour voir quel sera votre plan d'action pour vous améliorer puis répondre aux besoins de santé mieux-être. Au-delà d'un sondage, il y a évidemment plein de données administratives que vous pouvez avoir au cœur de ça qui va pouvoir vous aider. Et il y a 3 niveaux d'engagement. C'est une petite distinction avec l'ancienne édition de la norme. Donc, il y a maintenant un niveau Élite Plus. Alors, si je poursuis, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que l'essentiel est écrit, mais je voulais quand même vous donner un aperçu de pourquoi ce sont ces sphères-là qui ont été retenues, pourquoi c'est ces thématiques-là qui ont été retenues pour réaliser un sondage puis bâtir un plan d'action. C'est parce que c'est ce qui est au cœur des préoccupations des gens dans les milieux de travail. Donc, au niveau des pratiques de gestion, ce qu'on dit, c'est tout ce qui est en lien avec l'organisation du travail puis des relations entre les individus. Donc, quand il y a des aspects positifs, ça favorise la santé. Bien évidemment, quand il y a des aspects un peu moins positifs ou qui battent, je vais le dire comme ça, qui battent un peu de l'aile, bien, ça peut avoir des effets négatifs. Conciliation, travail, vie personnelle, je pense que je n'ai pas besoin de vous entretenir très longtemps là-dessus. La dernière année et demie nous a démontré que les gens souhaitent conciliation, travail, vie personnelle. Bien évidemment, il y a des gens pour qui c'est
c'est plutôt difficile de ne pas être au travail à tous les jours, mais il y a vraiment une demande prononcée pour la conciliation travail-famille, donc ce qui permet d'équilibrer tout ce qui est nos exigences personnelles versus les exigences professionnelles. Environnement de travail, les gens cherchent un milieu de travail stimulant. Un milieu de travail aussi où on va assurer leur sécurité, donc où je n'ai pas peur de me blesser gravement ou sérieusement. Et quand je dis blessé, je ne pense pas uniquement aux blessures physiques. Quand je vous parle de santé, je vous parle tout le temps de santé physique et psychologique. Donc, quand je parle de blessure, je pense exactement à la même chose. Donc, est-ce que je suis dans un milieu qui va favoriser ma santé et ma sécurité physique et psychologique dans la réalisation de mes tâches, puis habitudes de vie? En fait, c'est des comportements qui sont un peu plus individuels, mais l'organisation peut favoriser, par exemple, l'intégration de bonnes habitudes de vie par la façon dont elle organise son milieu de travail, par exemple. Donc, dans les quatre sphères, il y a différents éléments. Santé, habitude de vie, je pense que ça va relativement de soi. C'est quelque chose que les gens connaissent plus. Au niveau des pratiques de gestion, parfois, c'est peut-être un peu moins connu, mais de source, quand vous lisez, vous regardez ce qu'il y a là, ben, vous dites bien sûr. Donc, on entend beaucoup parler de reconnaissance. Je pense que l'actualité ces temps-ci, avec les pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs plus particulièrement, on entend beaucoup dire on aimerait ça qu'on reconnaisse notre travail. Donc, la charge de travail aussi, vous comprenez que c'est un élément. Mais il y a aussi tous les volets d'autonomie décisionnelle, la possibilité de développer la formation, de développement des compétences, etc. Donc, ce sont des exemples tirés en fait de la norme et par exemple pour ce qui est des pratiques de gestion, ce sont des éléments les 8 éléments qui sont énoncés là dans le carré en haut à gauche sont obligatoirement, on doit sonder obligatoirement sur cet aspect-là, sur ces 8 aspects-là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour ceux qui connaissent un petit peu l'ancienne édition, la nouvelle? Donc, c'est nouveau, mais c'était, je dirais, quand même un peu implicite. C'est qu'une fois le sondage réalisé dans les 4 sphères avec les éléments mentionnés, il y a des besoins qui ressortent. Donc, il y a des éléments qui ressortent moins forts. Le degré d'adhésion, par exemple, aux énoncés est moins fort. Donc, ça devient les éléments sur lesquels, comme organisation, on devrait travailler. Fait que les organisations vont devoir démontrer comment ils ont fait la liste de ce qui était le plus important et comment ils ont fait leur choix pour établir leur plan d'action. Au niveau de la sphère pratique de gestion, faire un aparté très vite, auparavant, il y avait 2 niveaux. Il y avait une obligation de faire une intervention dans la sphère habitude de vie au niveau de base et dans une autre sphère du choix de l'organisation. Au niveau élite, il fallait faire une intervention dans les 4 sphères. Maintenant, ce concept-là n'existe plus. La seule obligation qui arrive au niveau élite plus, c'est que vous allez devoir faire des choses dans la sphère pratique de gestion. Pourquoi? Parce que c'est la sphère qui a le plus d'impact sur la santé et le mieux-être des employés. Et par expérience, puis Guillaume pourra peut-être vous entretenir de ça un peu plus tard, mais par expérience, les besoins sortent à peu près dans toutes les organisations. Il y a des besoins qui sortent dans cette sphère-là comme étant des besoins prioritaires. Donc, il y a quand même beaucoup d'allègements. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a des exigences qui ont été relayées à des niveaux supérieurs ou à un niveau inférieur, mais tout ça pour faciliter comme l'entrée des organisations
au niveau du volet de la certification. Il y a des précisions, des clarifications. Donc, beaucoup d'éléments pour vous aider à bien comprendre les exigences. Puis, comme on disait tantôt, bien, un ajout d'un troisième niveau d'engagement. Je vais laisser mon collègue Guillaume vous parler du volet de la certification. Super, bien, merci beaucoup premièrement à Isabelle pour les explications. Même chose à Alexandrine pour l'introduction. L'idée qu'on a eue, Isabelle et moi, Isabelle dans son rôle de responsable de programme, moi dans mon rôle d'auditeur, c'était d'amener peut-être de mon côté un complément un petit peu plus terrain, étant donné là, que dans les derniers mois, on a eu énormément de demandes, autant des demandes, comme Isabelle parlait, de nouveaux clients et même des demandes de clients certifiés. Un des points communs dans les questions qu'on reçoit, c'est de donner davantage d'explications par rapport au processus de certification. Bien que le processus soit documenté là, pour la norme entreprise en santé dans le protocole de certification, on va pouvoir y revenir là, dans les prochaines minutes. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est probablement les enjeux externes qu'on a vécu dans la dernière année et demie. Ça a entraîné certains bouleversements là, dans les organisations. Et que beaucoup de nos organisations, même de nos clients qui sont déjà certifiés, qui ont eu des réorganisations, c'est-à-dire que les membres du comité ou les responsables de démarche ont changé. Et cela est, selon nous, un des facteurs qui a entraîné peut-être un surplus de questions. Et l'autre élément qu'on va essayer de bien vous cibler aujourd'hui, c'est pour les nouveaux clients ou les clients qui ont de l'intérêt pour la norme, mais ne savent pas nécessairement par où commencer. Ils sont peut-être un peu débutants au niveau également des processus de certification. Donc, les 10-15 prochaines minutes, on va essayer de les cibler par rapport à ces éléments-là, d'essayer de répondre à certaines des questions qu'on a eues là, dans les derniers mois. Et je commencerai d'entrée de jeu par la base. Là, donc, qu'est-ce que la certification? Essentiellement, comme vous voyez, c'est un processus impartial et le BNQ met beaucoup d'emphase sur la notion d'impartialité. C'est-à-dire qu'avant même qu'on puisse envoyer un auditeur chez vous, Isabelle va faire un travail, c'est-à-dire de s'assurer que l'auditeur n'aura pas, par exemple, d'apparence de conflit d'intérêt ou de conflit d'intérêt avec le client en question. Donc, cet élément-là est super important pour nous. Et également, une petite précision que j'apporte, c'est également un autre élément qui fait en sorte qu'on n'est pas des consultants. On n'est pas là pour vous conseiller sur comment faire les choses, vous donner les solutions. Ceci dit, on trouve toujours les moyens de répondre à vos questions, on trouve toujours les moyens justement de donner le maximum d'informations pour pouvoir bien vous encadrer dans votre différents processus. C'est un processus naturellement qui est fait par une tierce partie, donc un audit de tierce partie, ce qu'on appelle un audit de certification. Et le BNQ, on fait nos audits dans cet objectif-là, d'assurer la conformité, je dirais, de l'ensemble de vos exigences. Donc, pour beaucoup de nos clients, ou peut-être même les clients en mode je dirais, là, initial ou en mode de certification. Le processus peut paraître complexe, peut paraître un peu lourd à l'occasion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui vous permet justement de vous démarquer, par exemple, de la concurrence une fois que vous obtenez la certification. Ça vous donne, comme je le mentionnais, une reconnaissance formelle, comme le quoi que vos pratiques de gestion sont favorables justement à bien intégrer la santé mieux-être au travail. Merci Isabelle. Je vais faire référence à un document qui est super important. Puis dans les derniers mois, je me suis rendu compte qu'à l'occasion, c'est pas toujours le premier document vers lequel les clients vont se référer. C'est-à-dire, oui, la norme, c'est super important de la connaître naturellement si on veut être en mesure de l'implanter, mais le protocole de certification est un document clé. En fait, c'est un document que le BNQ a monté qui explique, je dirais, étape par étape, l'ensemble du processus de certification. Donc, en amont du processus au niveau de la demande de certification et également au courant des différents audits, donc les audits initiaux, audits de maintien, audits de recertification, l'ensemble des informations sont clairement indiquées, mais on va prendre soin dans les prochaines minutes d'essayer le plus possible de pouvoir le mettre ou l'expliquer du moins dans nos mots. Je faisais référence au protocole. Oui, il est important pour les différentes étapes, il explique bien les différentes étapes, mais également il donne un complément d'information. Donc, il y a des annexes à ce document-là, notamment 2 tableaux qui sont indispensables selon nous. Premièrement, on a un tableau qui vient vous présenter les éléments de preuve à documenter, les éléments de preuve à fournir au moment de votre audit. Et également, le deuxième tableau qu'on fait référence là, dans la slide que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un document qui vient donner des précisions à certaines exigences. Donc, il y a quelques minutes, je disais que
par souci d'impartialité, on ne peut pas conseiller ou dire comment faire les choses. Par contre, selon moi, le programme Entreprise en santé est un programme dans lequel on a monté énormément de documentation pour pouvoir bien vous outiller, notamment le tableau 2 qui est en annexe du protocole et qu'on retrouve également sur notre site web. Isabelle pourra, d'ici la fin de la présentation, vous montrer où aller chercher. Donc, c'est un tableau. On a pris les exigences, je dirais, clés de la norme. Et en fonction de votre niveau d'engagement, c'est-à-dire entreprise en santé de base, élite ou élite plus, on a pris soin là, de donner des compléments d'information pour pouvoir bien vous orienter. Tu peux changer, Isabelle, s'il te plaît. Ils sont disponibles, comme on voit également, sur le site web du BNQ. Ce qu'on a essayé de vous représenter visuellement là, pour les prochaines minutes, pour le bénéfice de l'ensemble de nos clients, surtout les clients en mode justement là, de certification initiale, c'est que le protocole auquel je faisais référence explique le processus à partir de ce que vous voyez à la droite, donc demande de certification, ce qui est indiqué en vert. Isabelle et moi, on a essayé de mettre 5 étapes clés qui, selon nous, sont indispensables, je dirais, là, à travailler avant même, je dirais, de nous contacter. Bien, premièrement, vous voyez que l'ordre a plus ou moins d'importance. On essaie de le mettre dans un ordre logique, mais premièrement, c'est se familiariser avec la norme. Assurément, les gens qui vont être responsables de la démarche de votre organisation, vous devez en fait bien comprendre la norme, c'est-à-dire y aller avec des ressources internes, des ressources externes à la limite là, pour des besoins de formation, mais c'est un élément qui est indispensable si vous voulez être capable d'influencer positivement justement vos membres des comités de santé mieux-être, également pour les membres de la direction, les gestionnaires, à s'assurer de bien comprendre la norme. Parallèlement, ce qui peut être fait, c'est sur le site du BNQ, on a mis à la disposition de nos clients ce qu'on appelle une analyse d'écart. Donc, il y a un document Excel qui vous permet de faire l'analyse entre vos pratiques organisationnelles actuelles et les exigences de la norme. Donc, on a segmenté en fonction des 3 niveaux d'engagement. Là, on a repris l'ensemble des exigences et cela, ça vous permet réalistement là, de pouvoir valider justement à quel niveau vous êtes rendu au niveau de l'implantation de la démarche. Cette grille-là également, pourquoi je trouve qu'elle est bien, c'est à vous permettre de dresser un plan d'action, elle vous permet également, là, par exemple, dans la mesure où certaines exigences de la norme ne sont pas encore adéquatement mises en application, bien, ça vous permet de venir quantifier, par exemple, les budgets, venir quantifier le temps que ça va vous prendre en termes d'investissement interne, voir si ça va vous prendre de l'aide externe justement pour accélérer la démarche. Donc, qui dit plan d'action dit naturellement par la suite aller chercher l'engagement de la direction. Ce qui peut être fait à ce moment-là, c'est même si vous n'êtes pas rendu à l'étape où vous considérez que vous êtes prêt à être certifié, vous pouvez contacter Isabelle ou moi pour qu'on puisse faire un devis, donc vous donner une estimée, un ordre de grandeur des coûts dans le but d'aller chercher justement l'engagement de la direction, aller valider auprès d'eux environ, ça va être quoi les ressources financières, humaines, matérielles que ça va prendre pour pouvoir me porter le projet à terme. Parallèlement, également, ce qui est important, naturellement, c'est de définir les rôles, responsabilités de vos gens, autant au niveau du comité. La norme 2020 qu'Isabelle parlait, la nouvelle édition de la norme, fait référence au chapitre 5, un responsable de démarche, mais également un membre de la direction qui va avoir un certain pouvoir d'influence pour orienter la direction vers l'atteinte des objectifs. Donc, c'est super important à ce moment-là de commencer justement à définir votre projet et progressivement mettre les exigences en application, donc d'implanter les exigences. Ce qui va nous amener, je dirais, à la demande de certification. Une fois que la demande est faite, une fois que nous, on reçoit, en fait, peut-être avant de parler de la demande, certaines recommandations qu'on vous propose de notre côté pour les nouveaux clients ou les futurs nouveaux clients. On vient d'en discuter, mais télécharger, lire la norme, s'assurer qu'on comprend bien le protocole, s'assurer également qu'on a pris le temps de valider l'ensemble des précisions aux exigences, faire l'analyse d'écart, on vous le conseille fortement. Ça va vous permettre de vous situer par rapport aux écarts justement en fonction des 3 différents niveaux d'engagement. Puis on vous conseille quelques mois à l'avance de nous contacter, nous faire parvenir la demande de certification dûment remplie avec le niveau de certification que vous ciblez. Lors de la demande de certification, c'est également à cette étape-là qu'on va valider avec vous la période de l'année que vous désirez être certifié. Et cet élément-là a un impact considérable au niveau du cycle de certification. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus tard. Maintenant, de notre côté, une fois qu'on reçoit la demande de certification,
L'étape suivante, assurément, Isabelle et moi, on va rentrer en communication avec vous. On va prendre le temps de répondre à vos questions. On va essayer de vous orienter le plus possible par rapport à quoi mettre en œuvre avant la visite de votre auditeur. Par la suite, il va y avoir la démarche contractuelle. Donc, une fois qu'on reçoit la demande de certification, on a une ressource à l'interne qui va vous contacter pour les contrats. Donc, nous, avant d'aller plus loin dans la démarche, on va nous prendre la réception des contrats signés. Par la suite, c'est là que l'auditeur responsable va rentrer en contact avec vous. Donc, dans les semaines qui suivent, on va faire de notre côté là, les validations nécessaires au niveau de l'impartialité et par la suite, on va vous proposer un auditeur qui va devenir responsable de votre audit. Il faut comprendre que le cycle de certification entreprise en santé est un cycle de 3 ans. Il va y avoir l'audit initial qui va être en but de déterminer la conformité ou non aux différentes exigences pour obtenir la certification. Et par la suite, vous allez avoir à chaque année des audits de maintien. Donc, l'audit de maintien 1 au terme de la première année, l'audit de maintien 2. Et par la suite, au terme de la deuxième année, c'est là que vous allez être en mode de recertification. Donc, si vous désirez poursuivre la démarche, à ce moment-là, il y aura un nouveau contrat qui vous amènerait sur un cycle de 3 ans. Donc, si je reviens au rôle de l'auditeur responsable, lui, il va vous contacter dans les semaines qui suivent après la réception du contrat pour déterminer la date de l'audit. En même temps, il va vous demander de lui faire parvenir les différents documents de preuve pour qu'on puisse être en mesure de remplir un rapport de revue documentaire. Donc, c'est une petite distinction au niveau de l'audit initial. On fait une validation documentaire en amont de l'audit, donc environ 1 mois, grosso modo, avant l'audit. On va regarder vos documents, on va porter un premier jugement à savoir si au niveau documentaire, le client est prêt à être certifié ou non. Par la suite, une fois que les dates sont cannées, que la revue documentaire est faite, l'auditeur va rentrer encore une fois, va rester en contact avec vous. Et c'est là qu'on a beaucoup de questions, particulièrement pour nos nouveaux clients. Par la suite, il va y avoir un plan d'audit. Donc, il va y avoir une logistique qui va vous être proposée pour la journée d'audit. Et de façon très rapide, à quoi ça peut ressembler? Vous allez avoir une rencontre d'ouverture en début de journée. Par la suite, il va y avoir des rencontres avec certains de vos gestionnaires pour valider le chapitre 5 en l'engagement de la direction. Il va y avoir des entrevues qui vont être faites avec un certain nombre de vos membres du comité de santé mieux-être. Encore une fois, ça va nous permettre de valider, entre autres, les rôles et responsabilités, ce qu'on peut voir au chapitre 6 de la norme. Par la suite, c'est là que l'analyse d'écart que je vous parlais tantôt devient super importante parce qu'elle a été faite dans la même logique qu'on va réaliser nos audits, c'est-à-dire que on va rencontrer par la suite dans le courant de la journée vos responsables de démarche et on va valider systématiquement, chapitre par chapitre, exigence par exigence, l'ensemble des preuves que vous nous soumettez dans le but de déterminer la conformité ou non de chacune des exigences. Dans le courant de la journée, il y a un autre processus d'entrevue qui est fait, donc c'est un échantillonnage d'entrevues courtes, 10-15 minutes, avec des membres de votre personnel ainsi que certains gestionnaires, dans le but, encore une fois, là, de valider la mise en application des éléments qui nous ont été présentés. Donc, je suis allé rapidement, mais de façon générale, c'est une journée type d'audit à quoi ça peut ressembler. Une fois que, si j'ai sauté une petite étape, c'est en fin de journée, il va y avoir une rencontre de fermeture. C'est donc à ce moment-là que l'auditeur va être en mesure de partager ses constats. Généralement, vous donner des points forts s'il y en a, des opportunités d'amélioration. Et également, si on décèle détecte des non-conformités dans le courant de l'audit, on va être en mesure de vous en informer également lors de la rencontre de fermeture. Par la suite, l'auditeur a 5 jours ouvrables pour vous envoyer un rapport d'audit. Un rapport très court, généralement, ça va être un résumé écrit justement des constats d'audit qu'on va avoir à discuter ensemble lors de la rencontre de fermeture. Dans l'éventualité ou des non-conformités, l'auditeur va vous demander ce qu'on appelle des DAC, donc des demandes d'action correctives. Et à ce moment-là, il va y avoir un délai de temps alloué, généralement un délai de temps d'environ 30 jours, à l'intérieur desquels vous allez devoir vous conformer à la demande de l'auditeur dans le but de déterminer la conformité à l'exigence qui avait été détectée non conforme au moment de l'audit. Une fois que ces étapes-là sont faites, ce qui va arriver par la suite, l'auditeur va faire un rapport de recommandation au BNQ. Ça, c'est une étape qui est généralement pas tout le temps bien comprise de nos clients.
qui explique à l'occasion également là, les délais suite à l'audit pour la réception de votre certification. Donc, une fois que les DAC sont fermés ou s'il n'y a pas eu de DAC après l'audit, l'auditeur va faire un rapport, comme je mentionné, de recommandation au BNQ. Et c'est là la démarche de rigueur, la démarche d'impartialité. C'est qu'il va y avoir un évaluateur du BNQ qui va valider justement l'ensemble du dossier que l'auditeur a monté, s'assurer des différentes preuves documentaires qui ont été fournies. Donc, on porte un jugement sur le travail de l'auditeur et c'est ce qui permet également la rigueur de notre processus. Une fois que toutes ces démarches-là sont faites, c'est à ce moment-là que le BNQ va être en mesure de vous donner une décision. C'est un audit initial, par exemple, si vous répondez aux critères pour avoir la certification initiale. Et également, si des audits de maintien ou de recertification, vous allez obtenir le feedback par la suite du BNQ en fonction justement de l'évaluation qui a été portée sur le dossier. Je suis conscient que je suis allé assez rapidement, particulièrement pour les nouveaux clients ou les gens qui s'intéressent à la certification. Mais ce que je viens de vous résumer, encore une fois, je le répète, est libellé là, dans le protocole de certification. Ça, c'est le schéma qu'on peut voir. Donc là, je vous ai résumé très rapidement le processus à partir de la demande de certification, la préparation à l'audit, également le processus d'audit en soi et par la suite, les décisions qui sont prises une fois l'audit terminé. Donc, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à consulter le protocole de certification. On parlait d'entrée de jeu qu'il y a eu dans une période de transition. Donc, on a eu une transition de l'édition 2008 de la norme vers l'édition 2020 de la norme entreprise en santé. C'est la même chose au niveau du protocole. Il y a un nouveau protocole ou une mise à jour qui a été fait là, dans la dernière année. Et il y a deux éléments importants qu'on voulait discuter avec vous aujourd'hui. Premièrement, la possibilité de réaliser un audit à distance. Donc, on avait ciblé le deuxième audit de maintien à l'intérieur du cycle qui pouvait être réalisé à distance. Là, vous comprenez que ces éléments-là ont été décidés avant la pandémie. C'est un autre sujet qu'on a énormément de questions. Actuellement, nos audits sont encore une fois réalisés soit à distance, soit en présentiel, étant donné que les restrictions sanitaires nous permettent de nous rendre chez nos clients. Donc, actuellement, on demande à nos clients, on prend entente avec eux à savoir s'il y a une préférence au niveau présentiel ou s'ils ont une préférence au niveau virtuel. Le feedback qu'on a eu de la dernière année et demie de nos clients, peut-être certains d'entre vous l'avez vécu au niveau des audits virtuels, les feedbacks sont super positifs. Donc, le protocole prévoyait déjà cette possibilité-là, mais vu qu'on a réorganisé un peu sans dire notre offre de service, mais nos façons de faire à l'interne, actuellement, on offre la possibilité à nos clients de réaliser les audits, encore une fois, à distance ou en présentiel. J'ai des clients qui ont choisi le mode présentiel pour l'automne. Naturellement, ce qui se produit avec eux, c'est qu'on essaie de se préparer un plan B là, dans l'éventualité justement qu'il y aurait un ajout en termes de mesures sanitaires pour les prochains mois. Donc, de notre côté, on fait un principe d'analyse de risque pour s'assurer justement que ça n'aura pas d'impact négatif pour vous comme client. L'autre élément, c'est la possibilité, le protocole permet là, la possibilité de réduire un seul audit de maintien à l'intérieur du cycle de certification de l'auditeur. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les clients qui ont fait leur transition, donc sont certifiés au niveau entreprise en santé, l'édition 2020 de la norme. Au moment de votre recertification, je parlais tantôt que une fois que l'audit est terminé, l'auditeur va émettre un rapport au BNQ. À l'intérieur de ce rapport-là, il va avoir une particularité, c'est-à-dire qu'on va se prononcer sur la maturité de votre système de gestion de la santé et le mieux-être. Donc, l'auditeur va porter un jugement à savoir si vous êtes apte ou non à recevoir une réduction d'audit de maintien. Donc, dans l'éventualité où c'est positif, ce qui va se produire, c'est qu'au lieu d'avoir un audit annuel, vous allez avoir un seul audit de maintien à l'intérieur de votre cycle de certification. On a déjà certains clients qui ont pu bénéficier de cet avantage-là dans la dernière année. Guillaume, si tu me permets, je vais juste apporter une petite précision parce que des fois, la question m'a été posée. Mm-hmm. La réduction de fréquence d'audit, elle n'est pas bonne à vie, elle est bonne pour le cycle de 3 ans. Donc, vous êtes en recertification. Après l'audit, l'auditeur fait une recommandation favorable de réduction de fréquence d'audit. Le BNQ, en faisant l'évaluation du dossier, va se pencher sur la recommandation de l'auditeur, va l'infirmer ou la confirmer. Dans le cas où elle est confirmée,
qu'il y aura réduction de fréquence d'audit. Dans la lettre de décision de recertification qui est envoyée, on confirme que pour le cycle de 3 ans, vous avez accès à la réduction de fréquence d'audit, donc un audit de maintien au lieu de 2, qui doit avoir lieu entre 12 et 24 mois suivant votre audit de recertification. Fait que je voulais juste apporter cette précision. À chaque fois qu'on recommence un cycle de recertification, le même jugement. Fait que c'est pas parce que vous l'avez eu une fois que vous l'aurez nécessairement tout le temps, parce que l'entreprise évolue. Il peut y avoir des changements, etc. Mais c'est pas parce qu'une entreprise n'a pas eu un cycle qu'elle ne pourra pas l'avoir au prochain cycle de recertification. Fait que je voulais juste apporter cette petite nuance-là. Oui, super bon commentaire. Puis également, l'autre point que j'ajouterais, vu qu'on le vit en ce moment en termes de planification avec un client, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il va y avoir un audit de maintien, Isabelle l'a super bien expliqué, qui va être décalé dans le temps par rapport à votre cycle de certification. Mais l'audit de recertification, puisque la question m'a été posée hier, l'audit de recertification va reprendre son cycle. Par exemple, si votre cycle est prévu au 1er octobre de chaque année, à ce moment-là, votre audit de recertification va revenir dans le même cycle qui était antérieurement. Ouais. Je parlais de cycle puis de date. Ça, c'est un point que j'ai demandé à Isabelle d'ajouter. On a eu certains enjeux dans la dernière année, beaucoup de questions de la part de nos clients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment que vous faites votre demande au BNQ, la notion de date ou du choix du mois de l'audit devient super importante. Pourquoi? Parce que nous, de notre côté, on va appeler ça une date planifiée. Par exemple, le client veut être certifié pour le mois de décembre. Il va avoir reçu sa certification au mois de décembre. Tantôt, je vous ai expliqué le processus administratif après l'audit, donc ça prend un certain temps. Ce qu'on va recommander, par exemple, ça serait au client de se faire auditer vers le mois d'octobre. Donc, la date, par exemple, la date planifiée va être inscrite au 1er octobre. Et ça va devenir votre date de référence pour l'ensemble du cycle de 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir du 1er octobre, l'exemple que je viens de donner, l'auditeur va avoir plus ou moins 45 jours pour intervenir. Donc, entre le 1er octobre et, exemple, le 15 novembre, assurément, à chaque année, vous allez avoir un audit dans cette période de temps-là. Donc, si vous voulez aller vite au début de votre processus, vous voulez vous certifier pour un paquet de bonnes raisons. Par exemple, vous avez des plans d'action à l'interne, votre employeur vous demande, on a vécu le cas récemment, votre employeur vous demande de vous certifier pour atteindre certains objectifs, ce qui est tout à fait valable. Moi, ce que je vous dis, c'est assurez-vous que la période va être une période favorable pour vous parce que vous allez recevoir les auditeurs à l'intérieur des 3 prochaines années dans cette période de temps-là. Et de notre côté, on ne sera pas en mesure par la suite de pouvoir ajuster les cycles. Ça va avoir un impact sur la certification, malheureusement. Alors, je sors de la présentation pour aller sur notre site web et rapidement vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air pour ceux qui n'y ont pas été et un peu vous faire découvrir où sont les documents clés. Donc, je viens de voir, je m'excuse, je viens de voir que je n'ai pas été sur le... J'ai repartagé ma présentation plutôt que le site web. Donc, le voilà. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps parce que les diapositives, en fait, qui apparaissent dans la présentation et auxquelles vous aurez accès en format PDF, présentent vraiment visuellement comment vous pouvez aller les chercher. Donc, quand vous arrivez sur le site web du BNQ, c'est ce que vous allez voir. Pour le volet entreprise en santé, il suffit d'aller chercher certification. Et ici, à votre gauche, dans la zone grise, il y a santé au travail. Donc, vous cliquez dessus et vous allez chercher entreprise en santé. Donc, ce qui va vous amener sur la page de cette certification entreprise en santé-là. Donc, il y a un peu d'informations sur ce qu'est la norme, sur les 4 sphères dont je vous ai parlé tantôt,
certains d'entre vous ont sûrement été cliqués sur le bandeau vert pour aller et suivre le lien pour aller vous inscrire à la séance d'information d'aujourd'hui. Évidemment, il disparaîtra à la suite de cette séance. Ici, vous avez l'onglet « Télécharger la norme ». Donc, très simple, vous l'avez en version française, en version anglaise. Il suffit de cliquer sur le panier. Vous voyez, c'est écrit « gratuit ». Donc, pas d'inquiétude, c'est pas parce qu'il y a un panier que c'est payant. Donc, vous cliquez dessus, on va vous demander quelques informations et la norme vous sera envoyée en version électronique. Donc, les documents d'information, donc ici, vous avez les logos, donc marques de certification qui sont délivrées uniquement à partir du moment où le BNQ s'est prononcé sur la décision de certification initiale ou en recertification, donc, et selon le niveau qui est choisi. Et ici, je vais attirer votre attention sur 2-3 onglets. Donc, télécharger les documents requis pour la certification. Guillaume vous a parlé de certains des formulaires, puis vous allez les voir visuellement. On trouvait ça important de vous les montrer, donc vous les avez dans la présentation. Donc, la grille d'auto-évaluation. Donc, l'analyse d'écart, donc dont mon collègue Guillaume vous parlait, en fait, c'est ce qui va vous permettre, donc vous pouvez aller la chercher là. Il y a également une vidéo que vous pouvez aller voir, qui a été réalisée par Guillaume, qui vous explique comment utiliser. Si je ne me trompe pas, c'est autour d'un 5 minutes. Là. Fait que c'est pas. C'est un petit peu plus long, une quinzaine de minutes. Ah, c'est une quinzaine de minutes? OK. Ben, c'est quand même, c'est bref. C'est pas quelque chose qui est très long. Donc, pour bien comprendre comment vous pouvez utiliser le maximum de ce que vous offre la grille d'auto-évaluation. Quand vous êtes rendu dans votre processus à faire une demande de certification, il y a le formulaire qui est là, vous allez le voir visuellement dans peu de temps. Et on vous disait, bien, lors de l'audit initial, on a besoin de porter un jugement minimal pour savoir si votre organisation est prête ou non à être certifiée. C'est vraiment une gestion de risque qu'on fait autant pour nous que pour vous, pour éviter de se rendre sur place. Puis finalement, en cours de journée, vous dire, bien, écoutez, il va y avoir tellement d'écarts. Souhaitez-vous continuer l'audit ou pas? Donc, c'est des choses que comme certificateur, on veut éviter à tous nos clients. Donc, on porte un premier jugement et ça vous aiguille. Et ça nous aiguille également nous aussi. Et on parlait du document précision sur les exigences qui est extrêmement important à lire avec la norme et le protocole. C'est 3 documents qui vont essentiellement ensemble, qui devraient être j'allais dire votre livre de chevet, mais ça devrait être, si vous êtes en implantation, ces 3 documents-là devraient être à proximité de vous tout le temps. Donc, voilà pour la norme et les autres documents. Et au moment où vous êtes rendu, en fait, où vous souhaitez avoir pour votre direction une idée des coûts de certification pour votre organisation parce que vous avancez grandement ou que la direction souhaite avoir une idée des coûts avant de dire go, on implante dans notre organisation la norme et la certification d'entreprise en santé. Donc, vous avez un endroit où vous pouvez nous faire une demande pour un devis estimatif. Généralement, on est assez diligent pour y répondre. Des fois, on va vous dire, on a bien reçu votre demande, est-ce qu'il est possible? Si on vous répond pour à peu près tel temps, est-ce qu'il est trop tard? Donc, des fois, on va regarder un peu, mais toujours à votre satisfaction. Soyez-en assurés. Donc, ça fait quand même le tour. Puis, vous voyez, cet onglet-là là, va finir par disparaître bientôt parce que c'est l'ancienne édition de la norme. Il y a la date 2008. Mais si on prend 2020, on voit, par exemple, par région administrative, les entreprises certifiées
selon la nouvelle édition de la norme. Et quand on clique, on apparaît les informations et les adresses des lieux certifiés. C'est pour ça que parfois, certains clients, surtout ceux qui ont beaucoup d'adresses, je pense à certains clients du réseau de la santé qui ont souvent entre 100, 120, 130 sites, ben, à chaque fois, on doit vérifier parce que l'information apparaît là, en fait, sur vos sites qui sont certifiés. Donc, j'arrête de partager pour le site web. Vous allez avoir, comme je disais dans la présentation, tout le visuel des documents. Donc, je n'ai pas été cliquer sur les liens à cause de temps, mais vous allez voir vraiment visuellement ce qu'ils ont de l'air. Donc, je reviens et je vous repartage ma présentation. Donc, on a fait le tour un peu du site web. Vous voyez la norme, puis on a mis des petits indicateurs de couleur là, pour bien vous indiquer qu'est-ce qui est significativement important pour vous. Donc, je les passe très vite vu qu'on vient de le voir visuellement. Alors, voici aussi des documents qui sont disponibles sur le site web. Les liens sont mis avec des petites flèches là, dans les diapositives précédentes. Je dirais que ça, c'est j'ai envie de dire un résumé exécutif. Peut-être pour votre direction qui se demande, c'est quoi la démarche entreprise en santé? Donc, en quelques mots, à la deuxième page particulièrement, bien, il y a les 5 chapitres de la norme et il y a les niveaux d'engagement, puis un résumé de ce qui est demandé. Donc, ça peut être très utile pour vous. C'est aussi gratuit, donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement sur le site web. Tantôt, on vous parlait de la norme, du protocole, des précisions aux exigences. Donc, ici, la norme, elle a le même format, mais c'est écrit norme. Le protocole, voici ce à quoi il ressemble. Et les précisions aux exigences, tantôt on parlait des tableaux. Bien, pour certaines exigences, on va venir dire qu'est-ce qui est attendu ou comment peut être interprété. C'est quoi l'intention de l'exigence? En fait, c'est vraiment ça. C'est quelle est l'intention de l'exigence pour aider les gens à mieux comprendre. En fait, ils ne sont pas dans la tête du comité de normalisation. Donc, pour les aider à mieux comprendre, excusez-moi, l'exigence et comment l'appliquer dans leur organisation. La grille d'auto-évaluation, voici à quoi elle ressemble. Donc, c'est un fichier Excel. Vous avez chacune des exigences. Quand les niveaux, il y a une distinction, on a mis en couleur, donc Élite est en bleu, Élite Plus est en vert. Donc, visuellement, vous allez les distinguer rapidement. La référence aux exigences. Et là, ici, vous pouvez venir entrer de l'information vous-même et ça va vous donner une synthèse, en fait. Dans le fichier, là, ça va vous dire, dépendant des réponses puis du pourcentage d'implantation, de réalisation pour cette exigence-là, bien, ça va venir tisser une toile d'araignée sur chacun des 5 chapitres. Donc, c'est un pentagone qu'on a ici. Donc, plus vous vous rapprochez d'un niveau, puis il va être retranscrit ici dans cette zone-ci en pourcentage de réalisation pour l'ensemble du chapitre. Donc, visuellement, rapidement, ça peut vous aider à dire, bien, pour le niveau entreprise en santé, globalement, là, on y répond, mettons, déjà à 75-80 %. Élite, ben, oups, pour tel élément, mettons, dans l'évaluation, on est à 40 %. Puis Élite Plus, ben là, on baisse dans chacun. Puis, donc, ça pourrait vous aider à prendre ça va vous aider à prendre une décision sur quel niveau vous souhaitez viser, ce qui ne vous empêche pas, de changer de niveau. Vous n'avez pas à attendre un cycle complet. Donc, à chaque préparation de visite, vous pouvez mentionner à votre auditeur, bien, on souhaiterait changer de niveau. Si ça a un impact à la hausse sur le prix, je vous rassure, il est très, très léger. On va vous le dire. Puis, à ce moment-là, il y aura un petit addenda de réaliser. Puis, si on juge qu'il n'y a pas d'impact, on vous le dira aussi.
et on auditera selon le niveau que vous nous aurez demandé. Isabelle? La demande, oui. Isabelle, peut-être revenir en arrière, si tu me permets l'ajout d'un petit commentaire. Certainement. Pour les gens qui n'ont jamais reçu la visite de l'auditeur, qui sont en démarche d'implantation, ou ceux qui sont déjà certifiés, mais que, comme je disais tantôt, dans la dernière année, les rôles ont changé et vous êtes tombé responsable de démarche et vous êtes un peu inquiet par rapport à qu'est-ce qui s'en vient au moment de l'audit. Cette grille-là, en fait, si vous la suivez, c'est systématiquement la démarche que l'auditeur va prendre avec vous. C'est-à-dire, quand on va faire la validation des exigences, on va procéder de façon systématique, chapitre par chapitre, exigence par exigence, et c'est cette même logique-là qu'on a pris pour monter la grille. Donc, normalement, vous n'aurez pas de surprise si vous respectez, si vous êtes capable de démontrer, des preuves d'implantation pour chacune des exigences qui sont dans cet outil-là. OK. Donc, rapidement, voici ce à quoi ressemble le formulaire de demande de certification quand vous allez sur notre site Web. Donc, juste un peu d'informations sur votre organisation. Un peu plus bas, au milieu de la première page, quel niveau de certification vous visez, vers quelle période vous souhaiteriez éventuellement une visite du BNQ et certaines informations supplémentaires, notamment si vous avez plus d'un site. Donc, on va vous demander, avez-vous plus d'un site? Oui, si oui, bien, il faut nous remplir un petit fichier Excel que vous bâtirez avec les adresses de chacun des sites et le nombre d'employés par site, parce que notre échantillonnage, on va faire un échantillonnage pour les entrevues. Donc, on ne fera pas des entrevues juste sur un site. Si vous avez 100 sites, on va en prendre 10, 11, 12, quelque chose comme ça, de différentes natures, de différentes tailles, puis on va échantillonner un certain nombre de gestionnaires et d'employés pour réaliser des entrevues, pour vous faire une rétroaction sur comment ça se déploie dans votre organisation, qu'est-ce que les gens en pensent. Presque en terminant, en fait, je vous dirais le document renseignement utile pour l'audit, quand on fait la revue documentaire, là, je souhaite apporter des précisions. On a souvent beaucoup trop d'informations, puis les premières personnes, les premières entreprises qui les ont complétées, on dit c'est long, c'est ardu, mais les informations indiquées n'ont pas été suivies comme il l'aurait fallu. Donc, je prends 1 minute pour bien vous expliquer. Il y a 3 tableaux différents. Le seul tableau dans lequel on a besoin en fait, vous devez compléter ça et nous le faire parvenir avec les documents. Les seuls documents, et j'insiste, les seuls qu'on souhaite avoir, c'est ceux du tableau A. Liste des documents à maîtriser. Donc là, on veut le nom de votre document et la date. Pour le tableau B et C, en fait, ça devient des aides-mémoires aussi pour vous, puis pour préparer l'audit. Il y a des obligations de communiquer des informations dans la norme. Exemple, les résultats du sondage. Ce qu'on souhaite que vous nous donniez, c'est ici, il y a une brève description de l'activité. C'est quoi que vous avez communiqué, quand, à quelle personne, puis qui a fait cette communication-là. C'est tout. On n'a pas besoin d'en savoir plus, mais les gens nous ont fait une revue de tous les documents et nous écrivaient des textes très, très longs, juste quelques points de forme. Qui a communiqué, à quel moment, de quelle façon, à l'intention de qui. Je résumerai ça comme ça. Et la même chose concernant la formation. Il y a des exigences relatives à la formation, que ce soit la formation des gestionnaires, que ce soit la formation des membres du comité. On veut juste savoir qui a donné la formation, à quel moment, à qui, et grossièrement, c'était quoi le contenu, par exemple. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Les nouveaux clients et les clients actuels vont trouver ça moins laborieux en sachant que la liste des documents, ce n'est juste en référence qu'au tableau A. En terminant, qu'est-ce que ça donne? What's in it for me d'implanter
une démarche puis d'aller vers la certification. En fait, c'est que la priorité que, comme organisation, vous allez accorder à la santé puis au mieux-être de votre personnel. Puis entendez-moi bien, quand je dis personnel, j'inclus les gestionnaires dans mon discours. Donc, employés gestionnaires, d'agir de façon responsable. Donc, le développement durable, il y a des facteurs. Donc, la responsabilité sociale des entreprises en est un. Donc, c'est une des belles façons d'y répondre. Puis, le type de bénéfices que vous pourriez voir. Puis, on en voit de toutes sortes. Là. Puis, c'est différent. Puis, je vais insister sur une chose. Les bénéfices, ce n'est pas parce que vous implantez une norme que vous allez les avoir. C'est la rigueur avec laquelle vous le faites. Ça va être l'engagement de votre direction. Ça va être l'engagement de votre comité. Puis des choses. Ça va être le choix des bonnes priorités. Si vous allez choisir des choses qui sont faciles, vous n'allez pas choisir les besoins prioritaires. Vous ne répondrez pas aux besoins des gens. Donc, ça ne donnera pas les bénéfices escomptés. Donc, si on met tous les efforts, puis on a ce qu'il faut, des bénéfices, on en a vu des beaux, puis je vous dirais particulièrement des bénéfices humains. Parce que oui, il y a l'intérêt financier, mais l'intérêt humain a un impact drôlement plus important. Donc, ça sera des pratiques qui auront un effet favorable sur la santé plutôt que défavorable. N'oubliez pas que santé, pour moi, c'est santé physique et santé psychologique. Quand je dis pour moi, en fait, quand on parle de santé, c'est un ne va pas sans l'autre. Puis le bien-être, le mieux-être de votre personnel. Donc, on veut prévenir les effets indésirables chez les individus de pratiques ou de choses dans l'organisation qui pourraient avoir un impact défavorable pour eux. On veut contribuer en implantant une norme comme celle-là à une meilleure conciliation travail-vie personnelle, puis on veut offrir un environnement de travail sain et sécuritaire. Et vous reconnaîtrez certainement dans ces éléments-là les 4 sphères de la norme entreprise en santé. Alors, retombées positives. Moi, j'ai entendu en entrevue, je vous donne des exemples vite, là. Fait que c'est pas juste une impression, là. Souvent, quand il y a des nouveaux employés, on aime ça, les choisir. C'est le BNQ qui fait la sélection pour les entrevues individuelles. Donc, on aime ça en avoir. Donc, il y en a qui nous ont dit dans des organisations, moi, j'ai appliqué ici parce que j'ai vu qu'ils se préoccupaient de l'argent, etc. Donc, il y a effectivement un effet sur le recrutement, mais également sur la rétention. Parce que, à un moment donné, quand tu es bien dans ton milieu de travail, même si la personne reçoit une offre qui, à certains égards, peut être intéressante, mais beaucoup moins sur son impact sur sa santé, bien-être, sa conciliation travail-famille, sur le climat de travail qu'il y a dans l'organisation. La personne va y penser assez longuement avant de laisser tomber ça pour aller vers autre chose. Donc, ça a un effet certain sur la rétention, puis évidemment sur l'engagement de vos gens. Et on a vu, moi je l'ai vu, Guillaume probablement aussi, on a vu des milieux de travail vraiment évoluer, des milieux de travail dans lesquels ce n'était pas tout le temps facile, on va se le dire, et pour lequel on a vu au fil des ans, c'est pas tourné, ça s'est pas retourné d'une année à la suivante, mais en quelques années, on a vu tout l'impact des efforts qui avaient été réalisés dans les organisations, puis on a vu ce que ça a donné dans leur milieu de travail. Et je dirais, nous autres, comme auditeurs, on le constate dans les rapports clients qu'on fait. On les voit évoluer comme ça. Quand on prend un rapport client d'un audit initial, puis qu'on prend un rapport client quelques années subséquentes, on est en mesure de voir l'évolution de nos clients. Mais je vous dirais, si vous voulez vraiment avoir l'information sur l'impact que ça a dans un milieu de travail, ben, il n'y a rien de mieux que nos clients pour vous en parler. C'est eux autres qui les vivent au quotidien, mais je peux quand même vous transmettre un peu ce qu'on voit. En terminant,
pour ceux que ça intéresse. Donc, le 21 octobre prochain, il y aura un webinaire d'1 heure aussi, mais qui présentera différentes certifications. Ceux qui étaient présents ce matin, qui s'intéressaient particulièrement à la norme entreprise en santé, je ne veux pas vous décourager de venir, mais vous apprendrez rien. On va survoler la norme entreprise en santé. Par contre, si vous voulez en apprendre davantage sur d'autres belles certifications comme employeur remarquable, qui pourraient répondre très bien à vos besoins, ou par exemple à la norme ISO 45001 qui est les systèmes de gestion en santé et sécurité au travail. Donc, Guillaume et moi, on va faire un survol de ces 3 programmes de certification-là et on voulait vous l'annoncer en primeur, puis on vous invite à y participer. Il est gratuit, lui aussi. Alors, Alexandrine, on vous laisse nos coordonnées. Je vais les passer parce que je vais arrêter de partager l'écran. Vous les aurez dans la présentation. Alexandrine, je vois un nombre significatif de questions. Fait que je te laisserai peut-être, il y en a peut-être auxquelles on a répondu pendant la présentation, mais je te laisserai peut-être nous les transmettre. Tout à fait. Là, on est rendu à 1 heure. Là, donc, pour ceux qui avaient d'autres engagements, on va poursuivre, là, mais maximum de 10 minutes. Puis la séance est enregistrée, incluant la période de questions. Donc, pour ceux qui doivent quitter, là, on vous comprend. Puis, sachez là, que vous aurez les réponses aux questions. Donc, si on passe rapidement, des questions sur la norme ici, on demande quels sont les éléments à sonder. Est-ce que c'est 8 ou c'est 4 éléments, s'il vous plaît, juste clarifier? OK. Oui, j'ai peut-être pas été bien précise. Donc, on sonde dans les 4 sphères. Dans la sphère pratique de gestion, il y a 8 facteurs à évaluer. Il y a des nuances, là, mais je vous dirais, il y a 8 facteurs à évaluer des pratiques de gestion. Donc, c'est ce que je souhaitais dire. Et il faut sonder aussi dans les autres sphères, mais vous allez voir, dans les autres sphères, la norme, tout comme dans ma présentation, ça vous donne des thématiques sur lesquelles, donc la norme vous informe sur ce sur quoi vous devriez sonder dans chacune des sphères. Elle ne vous libellera pas des questions, mais elle vous informe sur les thématiques. Parfait. Une autre petite question là, en ce qui concerne la norme, toujours, est-ce que ça inclut les nouvelles réalités du télétravail? Est-ce que c'est pris en compte d'une manière quelconque, soit dans la norme ou lorsque vous auditez là, les entreprises qui désirent obtenir une certification? Écoutez, je ne suis pas sûre que je saisis bien parce que ça peut être, je pourrais l'interpréter de différentes façons. Mais pour nous, une personne en télétravail, elle est quand même associée à un site. Exemple, le BNQ a un bureau particulièrement, bon, on a une personne ailleurs, mais c'est pas grave là. On a un bureau à Québec, un bureau à Montréal. On a 2 adresses. On est tous en télétravail ou à peu près on va au bureau de temps en temps, là, mais on est tous en télétravail. Mais je suis associée quand même à un site. Là, si nous-mêmes, on ne peut pas, là, mais si on se faisait auditer, bien, je vais sélectionner des gens sur les différents sites. Puis là, ben, on va communiquer avec eux autres. Donc, si on peut, de temps en temps, on fait, c'est toujours au choix de l'organisation. Donc, est-ce qu'on les appelle à un numéro de téléphone qu'ils vous auront donné puis que vous nous transmettrez? Est-ce qu'ils préfèrent que ce soit une entrevue par Teams? Donc, on va s'adapter en fonction du contexte. Si ça ne répondait pas à la question, bien, vous pourrez la préciser dans le chat, puis on y reviendra sur notre site web avec les questions-réponses là, à ce moment-là, puis la question et la réponse sera disponible à tout le monde. Parfait. Puis, aurais-tu quelques exemples de pratiques de gestion qui sont mis en place là, pour les niveaux élite et élite plus, parce qu'on a dit là, qu'on devait vraiment focuser sur les pratiques de gestion? Bien, des exemples, je voudrais bien vous en donner, mais ça dépend, c'est quoi le besoin prioritaire qui ressort. Donc, il y a 8 facteurs que vous allez sonder dans les pratiques de gestion. Bien, si c'est la charge de travail qui ressort comme besoin prioritaire, ça ne sera pas la même intervention que si c'est la reconnaissance.
Puis la reconnaissance, ben, il y en a qui disent, ben, on va faire un tableau reconnaissance. Il y en a qui disent, on va faire un gala reconnaissance parce qu'on n'en avait pas. On va souligner les années de service. On va faire telle chose. Mais en fait, quelle sera la bonne intervention pour vous? Je ne suis pas en mesure de me prononcer. Et de toute façon, comme auditrice, je peux pas le faire. C'est vous qui, lors de l'évaluation de l'intervention, donc vous allez devoir, dans le chapitre 9, évaluer ce que vous avez fait dans votre plan d'action, qui allez voir est-ce que finalement ça répondait aux besoins énoncés ou non. Fait que je dirais que des exemples d'intervention, ça va être de bonnes interventions, ça va être celle qui va correspondre aux besoins qui sera sorti de la collecte de données ou de vos données administratives et qui, à l'évaluation, aura donné les résultats que vous escomptiez. Parfait, merci Isabelle. Puis, avant de passer aux quelques questions que j'ai concernant la certification, est-ce que vous pourriez nous donner une ordre d'idée du temps qui est prévu entre l'implantation et la certification et combien de temps ça peut prendre là, pour la portion que pour l'implantation? C'est très variable. Ça va dépendre des ressources de l'organisation. Donc, est-ce qu'il y a une seule personne à temps partiel de temps en temps parmi une multitude de tâches qui va faire ça? Est-ce qu'il y a un groupe d'individus? Est-ce que la direction, avec un engagement fort, a dit, ben, il y a une personne consacrée, on va répartir ses tâches pour l'aider, elle va être appuyée de telle autre personne. Fait qu'il y a plein de facteurs. Je dirais que généralement, puis là, je vais me rattacher à une exigence, c'est que avant d'aller à la certification, là, vous allez devoir avoir fait un tour de roue complet. Et je m'explique, c'est que votre sondage devra avoir été réalisé, votre plan d'action devra avoir été réalisé, puis vous allez devoir avoir évalué vos interventions. Fait que, tant que ça, ce n'est pas fait, nous autres, on ne peut pas aller vous voir. Fait que, combien de temps vous allez prendre à ajuster, par exemple, certains documents? Et c'est là que l'analyse d'écart va vous permettre, vous, comme organisation, de déterminer, OK, voici l'écart que j'ai, combien de ressources puis combien de temps j'aurais besoin pour y arriver. Fait que c'est là que ça devient extrêmement intéressant aussi à ce niveau-là. Mais je dirais une bonne année. Parfait. Après ça, si on passe plus à la certification, bon, ici une petite question, à savoir, suite aux demandes d'action corrective, est-ce qu'il doit y avoir un autre audit? Non. À moins, je ne dirais pas que ça arrive jamais. C'est des choses plutôt rares. Ça pourrait arriver. Dans ce programme-là, je ne l'ai pas vu. À la suite de demandes d'action corrective, nous autres, on va aller évaluer d'abord ce que vous avez fait et la réflexion que vous avez faite, ce que vous avez mis en place pour éviter que cette situation-là se produise une seconde fois. C'est lors de l'audit suivant, lors de notre visite, qu'on va regarder l'efficacité de ces actions correctives-là que vous allez avoir apportées. On a vu parfois des mêmes non-conformités ressortir à 2 audits successifs. Bien là, on comprend que les actions correctives n'étaient pas efficaces. Donc, quand on la soulève à nouveau, ça veut dire que ce qui a été mis en place n'était pas efficace et qu'à ce moment-là, dans la deuxième fois, on va s'attendre à ce qu'il y ait des... Si la même réponse est donnée, on va se questionner fortement, puis il y a des chances qu'on vous revienne, puis on va dire, ben écoutez, pensez-vous que si vous avez proposé ça l'année passée puis que ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a des choses différentes que vous ne devriez pas faire pour vous assurer d'un résultat différent? Fait que, mais non, il n'y a pas. Il pourrait en avoir un. Je vais y aller large. Mettons, on est dans un audit, pas entreprise en santé. Là, je donne un autre exemple. Système de gestion en santé et sécurité, puis il y a des risques majeurs pour la sécurité, puis on met des non-conformités majeures. Puis,
s'il faut aller voir visuellement des choses, là, à ce moment-là, on doit se déplacer à nouveau. Dans notre cas, j'ai aucun souvenir que ce soit arrivé. Parfait. Peut-être, là, petite dernière question. Est-ce que la réduction de fréquence d'audit est possible en cours de première certification? Non. Non, parfait. Premier cycle de certification. Si vous avez une démarche mature, un audit initial, ça va être extrêmement surprenant. Il y a des critères, mais non, il faut apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre organisation, etc. Puis là, je veux faire une distinction parce que des fois, la nature des mots utilisés est une différence. Donc, vous êtes un tout nouveau client au BNQ, vous débutez une certification entreprise en santé, c'est sûr que pour le premier cycle, vous ne pouvez pas avoir de réduction de fréquence d'audit, mais vous pourriez avoir droit, si on trouve que ça va suffisamment bien, de faire le deuxième audit à distance. On comprend, actuellement, on fait beaucoup d'audits à distance depuis 18 mois. Si vous êtes un client déjà certifié, vous êtes à l'édition 2008, vous allez en recertification édition 2020, là, vous y avez accès. Fait que je fais la distinction pour les clients déjà certifiés si jamais cette question-là provenait d'un client certifié. Parce qu'il y a déjà un cycle de certification réalisé avec le BNQ, donc on connaît l'organisation, puis on connaît comment ça fonctionne, l'implantation de leur démarche. Parfait. Donc, merci Isabelle et Guillaume. Il y a encore plusieurs autres questions intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler toutes les questions. On va pouvoir là, leur répondre par écrit, puis ce document-là sera envoyé là, en même temps que l'enregistrement et la présentation PDF. Puis s'il y a quoi que ce soit, là, les coordonnées d'Isabelle et Guillaume étaient disponibles. Donc, vous pouvez les contacter directement pour poser peut-être des questions plus spécifiques, notamment en ce qui concerne le coût. Il y avait beaucoup de questions là-dessus. Mais on peut terminer peut-être en disant que c'est quand même très comparable aux certifications, aux autres marques de reconnaissance du même type. Donc, c'est très accessible et ça pour tout type d'entreprise, là, que ce soit la petite organisation autant que la grande entreprise. Tout à fait. Super. Donc, on vous remercie tout le monde pour votre écoute, votre participation et toutes vos questions. Puis, on vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.